Lorsque l'archiduc François Ferdinand a été assassiné en 1914, le réseau complexe d'alliances a entraîné une grande puissance après l'autre dans la guerre, jusqu'à ce que l'Europe marche vers la guerre. Nous sommes maintenant à la fin de l'année 1916. Voici Albert Bertie Fletcher de Liverpool, un vétéran des tranchées depuis 2 ans. C'est un ancien employé de magasin de 21 ans, qui a sauté sur l'occasion de se battre. C'est un guerrier aguerri, marqué physiquement et mentalement, qui a survécu à certaines des conditions les plus infernales jamais connues. Ça n'a pas toujours été comme ça. Quand la guerre a éclaté, il était un commerçant de 19 ans. Quand la Grande-Bretagne a déclaré la guerre, Lord Kitchener a appelé des volontaires. Bertie voulait soutenir l'effort de guerre et a envisagé un temps d'intégrer la Royal Navy. Cependant, l'idée d'être coincé dans une boîte flottant sur l'océan ne lui plaisait pas. Il a ainsi rejoint les jeunes hommes engagés dans l'armée. Un engagement dans l'armée régulière durait normalement 12 ans, mais les hostilités récentes ont réduit cette durée. Après plusieurs heures d'attente, Fletcher s'est engagé pour 3 ans, ou jusqu'à la fin de la guerre, selon la durée la plus longue. Après son engagement, Fletcher a passé une série de tests pour vérifier son aptitude de soldat. Le règlement stipulait qu'un recrue devait avoir entre 18 et 38 ans et mesurer au moins 5 pieds, 3 pouces. Bertie a 19 ans et mesure 5 pieds 9 pouces, donc il coche toutes les cases, ici. Il est ensuite soumis à un examen approfondi, où des médecins contrôlent sa vue et son audition. Son cœur et ses poumons fonctionnent bien. Aucun signe évident de maladie, de bonnes dents, pas de trouble de la parole, et un certain nombre d'autres critères, qu'il remplit tous sans problème. Dans la confusion du début de la guerre, les bureaux de recrutement et le personnel médical étaient débordés, et beaucoup de ceux qui ne répondaient pas aux critères ont tout de même été acceptés pour le service militaire. Une fois l'examen médical terminé, il prête alors serment, sur la Bible, de fidélité au roi et au pays, d'obéir à tous les généraux et officiers au-dessus de lui, et de servir jusqu'à la fin des hostilités. L'arrivée de recrues a permis la création de nouveaux bataillons, ensuite intégrés à des régiments existants. Fletcher est affecté au régiment du roi de Liverpool, dont l'histoire remonte au XVIIe siècle. Il suit un entraînement, où il apprend tout ce qu'il doit savoir en tant que soldat. La discipline était stricte, mais lui et ses camarades ont vite appris à fonctionner comme une unité, à obéir aux ordres et à se battre dans ce qui allait devenir une guerre à l'échelle industrielle. Cet entraînement transformait des civils comme Bertie en soldats bientôt envoyés au front. Mais tandis qu'ils se préparaient à affronter les horreurs des tranchées, loin de la boue et des tirs, d'autres façonnèrent le cours même de la guerre, décidant quand attaquer, où envoyer les hommes, et quelle nation allait s'élever ou tomber. L'une des compétences les plus importantes qu'il apprend est comment utiliser son arme. Voici le fusil Lee Enfield à chargeur court Mark III, ou SMLE. Ce cheval de bataille de l'armée britannique a été adopté en 1907. Il pesait 8 livres et un quart, soit environ 4 kg, et mesurait 44 pouces et demi, ou 111,6 cm de long, avec un canon de 25 pouces, soit 63,5 cm. C'était une arme à verrou, capable de contenir 10 cartouches de calibre 303 dans son chargeur amovible, soit 2 fois la quantité du Mauser allemand. Chaque soldat britannique, ou Tommy, étant capable de tirer plus de 20 coups précis par minute, il pouvait fournir plus de puissance de feu que les Allemands, un procédé appelé la minute folle. Lors d'un incident, une unité de fusiliers britanniques a tiré si rapidement que les Allemands étaient convaincus d'affronter un feu de mitrailleuse concentrée. Fletcher était absent, mais il sourit intérieurement à cette idée, l'un de ses rares moments de légèreté récemment. Fin 1916, il est blotti dans la tranchée de première ligne, tenant son fusil et ajustant son équipement, comme tous les fantassins britanniques. Il porte l'équipement 1908 sur son uniforme. Y sont attachés sa baïonnette de 17 pouces, sa gourde, sa gamelle, ses cartouchières et sa pelle de tranchée, qui pouvaient également servir d'arme au corps à corps. Il a également un havre-sac qui contient des objets personnels, des vêtements de rechange et son manteau lorsqu'il ne le porte pas. Autour de ses jambes, il portait des bandes moltières, des bandes de tissu conçues pour empêcher l'humidité et la boue de pénétrer. Cela ne fonctionne pas, et il risque de développer le pied des tranchées à cause de l'humidité constante dans ses bottes. Des chaussettes sèches sont aussi essentielles qu'un fusil fonctionnel. Il porte un casque Brodie en acier, distribué dès 1915, et un masque à gaz en cas d'attaque au gaz moutarde ou chlore par les Allemands. Après la ruée initiale, les soldats ont créé un vaste réseau de tranchées qui s'étendait de la Belgique à la Suisse. Les Allemands ont adopté une stratégie défensive et se sont retranchés pour durer. L'entente, cependant, croyait qu'une offensive de plus,
une nouvelle charge massive à travers le No Man's Land, et la guerre serait terminée. En conséquence, les tranchées britanniques étaient misérables, boueuses avec un mauvais drainage, et des caillebotis en bois étaient installés pour empêcher les soldats de s'enfoncer dans la boue. Les rats étaient aussi un problème constant, et il y avait l'odeur omniprésente des corps en décomposition laissés sans sépulture. Les tranchées étaient réparties en plusieurs lignes, avec la tranchée de tir à l'avant. Derrière, il y avait la tranchée de soutien, puis celle de réserve. Des boyaux de communication reliaient ces positions, permettant aux soldats de se déplacer sans s'exposer. Les soldats ne restaient pas trop longtemps dans une même tranchée. Au lieu de cela, ils alternaient entre la tranchée de tir, les sections arrière et la réserve, passant généralement 4 jours à 1 semaine à chaque poste, bien que ce soit idéal, ce qui n'était jamais le cas sur le front de l'Ouest. Aujourd'hui, Albert Fletcher est dans la tranchée de tir la plus proche de l'ennemi. Aucune activité, mais lui et les soldats restent équipés, baïonnettes au canon, prêts à une attaque ennemie. En dehors de la vigilance face à une attaque ennemie, la vie dans les tranchées suit une routine bien précise. Chaque matin, tous les hommes se mettaient en position ou avancèrent jusqu'à la ligne de tir pour préparer la défense contre une attaque ennemie. Une fois cela fait, des sentinelles étaient replacées, tandis que les autres soldats étaient affectés à d'autres tâches. Fletcher échappe à la surveillance, mais après un petit déjeuner à base de viande en conserve, prétendu bœuf mais suspecte. Son sous-officier inspecte son arme et son équipement pour s'assurer que tout est en bon état de fonctionnement, ce qui est le cas. Il aide ensuite à remplacer des caillebotis et à renforcer la tranchée, endommagée par les récentes pluies. Ensuite, il affronte le fidèle compagnon du soldat, l'ennui. Quand il n'est ni attaqué ni occupé, un soldat a peu à faire. Profitant de l'occasion, Fletcher écrit une lettre à ses parents restés à Liverpool. Il en a écrit des centaines, l'une des plus de 12 millions envoyés chaque semaine à la maison. Après le déjeuner, Fletcher remplace ses camarades dans un abri avancé près de la ligne principale. Il y passe tout son temps, constamment en alerte pour une attaque ennemie, une infiltration, ou pire que tout, une attaque au gaz. Ce jour-là, lui et le reste de ses hommes ont de la chance. Ni lui, ni les Allemands, à quelques centaines de mètres de là, n'ont envie de se battre, et la journée se passe tranquillement, le seul mouvement étant finalement celui d'un très gros rat. Ce n'est pas toujours le cas. Quelques mois plus tôt, Fletcher et le régiment du roi ont combattu à la bataille de la Somme. Des semaines d'assauts massifs contre les positions allemandes, de tirs de mitrailleuses meurtriers et de bombardements d'artillerie incessants ont conduit à la mort de dizaines de milliers de soldats britanniques, rien que le premier jour. La plus lourde perte humaine de l'histoire militaire nationale. Fletcher a eu de la chance, ne recevant qu'une blessure superficielle à l'épaule et au bras causée par des éclats d'obus. Envoyé au poste de secours, pendé puis renvoyé au front. Avec le bruit des mitrailleuses ennemies, résonnant encore dans son esprit, il revient brusquement à la réalité. La journée touche presque à sa fin, et lui ainsi que le reste de ses hommes se tiennent de nouveau prêts au crépuscule, pour se défendre contre toute infiltration. Quand la nuit tombe, les hommes n'ont pas toujours le luxe de dormir. À la place, des sentinelles sont de nouveau postées, et certains, comme Fletcher, sont envoyés dans le No Man's Land pour retendre les barbelés qui s'étendent devant la ligne. C'était toujours dangereux de quitter la relative sécurité des tranchées, mais il fallait le faire. Avec une nouvelle année qui approche, les choses semblent